Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sylvian Raffarin-Artigue, le directeur de la communication de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Très heureux de vous accueillir pour l'ouverture de ce colloque dédié aux enjeux d'intégration régionale économique. Donc merci beaucoup de votre présence. Je vous invite à prendre place. On va démarrer après ce petit quart d'heure de courtoisie avec donc l'ouverture officielle au cours de laquelle on aura donc le discours d'accueil de la présidente de l'université, Mme Catherine Riss, le discours également de l'ambassadrice pour le Pacifique et représentante permanente de la France auprès de la CPS, Mme Véronique Roger-Lacan. Et ensuite, on aura également une intervention de M. Stéphane Reuterer, président de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà pour notre séquence d'ouverture. Et donc, je vous demande tout de suite d'accueillir Madame la présidente de l'université, Catherine Riss. Merci. Madame l'ambassadrice pour le Pacifique et représentante permanente de la France auprès de la communauté du Pacifique, Monsieur le représentant du Haut-Commissaire, Monsieur le premier vice-président de la province Sud, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants des autorités coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants du monde socio-économique, Monsieur le Président du tribunal administratif, Monsieur le Président de l'Université de la Réunion, chères intervenantes, chers intervenants, chers étudiants, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'ai un grand plaisir à vous accueillir cet après-midi à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour l'ouverture de ce colloque international consacré aux liens complexes entre intégration économique régionale et politique de concurrence dans les petites économies insulaires. Je viens de me souvenir que les traducteurs m'ont demandé de ne pas parler trop vite. Donc, je ne sais pas si ça convient. C'est bon comme ça ? Je vais essayer de garder un rythme pas trop rapide. Donc, pendant ces 3 jours, sur notre campus de Nouville, nous devenons en quelque sorte un forum du Pacifique où se rencontrent économistes, juristes, praticiens de la régulation, responsables publics et acteurs économiques venus de la région Pacifique et d'au-delà, parfois à distance, qui seront là avec nous en visioconférence et qui nous offrent leur expérience comparée de la Caraïbe, d'Europe, de l'océan Indien, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'ensemble du Pacifique. Ce colloque est organisé sous la direction scientifique de ma collègue Laïssa Roy, enseignante-chercheuse en économie, et Gordon Rongel-Fadjer, rapporteur à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Ce partenariat, que je salue chaleureusement, et je remercie encore Monsieur le Président de l'autorité de la concurrence, Stéphane Reuterer, illustre l'association de la recherche universitaire et de l'expertise métier au service de la réflexion sur un sujet majeur pour la Nouvelle-Calédonie et les petites économies insulaires, en particulier à un moment où la Nouvelle-Calédonie a encore à s'interroger sur son modèle économique. L'Université de la Nouvelle-Calédonie joue ici pleinement son rôle de lieu d'échange, de débat, de création de connaissances sur les enjeux économiques régionaux, en réunissant celles et ceux qui font progresser la connaissance, qui régulent et qui entreprennent, afin de co-construire des solutions adaptées à notre contexte insulaire. Ici, comme ailleurs, dans les petites économies insulaires, les discussions sont vives, parfois passionnées, lorsqu'il s'agit d'arbitrer entre protectionnisme et libre-échange, entre production locale et importation, entre intégration régionale et compétitivité. L'intégration économique régionale peut entrer en tension avec les règles de concurrence. Comment préserver alors un marché libre tout en permettant la coopération régionale ? C'est là la recherche d'un juste équilibre entre protectionnisme et concurrence dans des contextes insulaires marqués par les contraintes structurelles que nous connaissons, l'étroitesse des marchés, les coûts de production élevés, la forte dépendance et bien sûr l'exposition frontale au changement climatique. Ces spécificités expliquent un dualisme parfois exigeant. Pour élargir des marchés, mutualiser des infrastructures, favoriser la mobilité des talents et des capitaux, l'intégration régionale apparaît nécessaire.
Mais cette même intégration doit s'articuler avec des règles de concurrence adaptées afin d'éviter des positions dominantes, de répondre aux enjeux environnementaux, de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs et d'encourager l'innovation. Trouver, pour les petites économies insulaires, le point d'équilibre entre ouverture et protection, entre intégration et concurrence, voilà notre défi commun. Ce colloque explorera donc cette équation complexe à travers des approches croisées, juridiques, économiques, politiques et adaptées aux spécificités des territoires insulaires. Ces dernières semaines, l'actualité a rappelé la densité des partenariats en construction, à l'image du nouvel accord de partenariat économique et de sécurité entre le Vanuatu et l'Australie, récemment paraphé et présenté à la presse, et qui illustre les dynamiques de coopération et d'investissement dans la région. Sans entrer dans le détail ici, cet exemple atteste que les architectures régionales se renouvellent et que les petites économies insulaires doivent y trouver leur place et leur garantie. Nous sommes donc réunis ici pour ces quelques jours pour travailler ces questions avec rigueur, avec réflexion, fort de l'expertise des spécialistes de ces questions que je salue et que je remercie pour leur présence, pour certains à distance, et en particulier, je remercie celles et ceux qui viennent de loin et de très loin. Ce colloque fait écho à un axe de travail déjà solide au sein des équipes de recherche de l'UNC et notamment du LARGE, notre laboratoire de recherche juridique et économique. Je veux évoquer et saluer ici le travail conduit sous la direction académique de notre ancien président, le professeur Gaël Lagadec, avec la publication du tout premier ouvrage, il y a presque 10 ans maintenant, de nos presses universitaires de Nouvelle-Calédonie, intitulé « Quelle insertion économique régionale pour les territoires français du Pacifique ?» La question de l'insularité, de la soutenabilité économique, sociale, institutionnelle des territoires insulaires est un sujet sur lequel nous allons poursuivre nos travaux, notamment dans le cadre d'un projet porté par l'Université de La Réunion, avec laquelle je me réjouis par avance de développer nos collaborations, notamment dans le cadre de la fameuse stratégie Indo-Pacifique. Plus largement, le rôle de l'UNC est bien d'être ce lieu de réflexion sur les enjeux contemporains du Pacifique. Notre rôle dans la gouvernance du PURN, le réseau des universités insulaires du Pacifique que nous portons avec USP, notre place au sein du bureau de la conférence des recteurs Asie-Pacifique de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, ou encore le portage par l'UNC du programme de mobilité Erasmus, le programme Campus Mobile Pacifique, en témoigne. Pour aller plus loin dans cette mission, en collaboration avec l'Université de Polynésie française et le Réseau national des Sciences Po, nous portons un nouveau projet structurant pour la recherche et l'enseignement supérieur français dans le Pacifique. La création d'un institut d'études politiques du Pacifique. Cette initiative comble un vide de formation et de recherche dans nos territoires ultramarins et répond à la nécessité de former une nouvelle génération de cadres océaniens capables d'appréhender la complexité des enjeux géopolitiques, économiques, environnementaux et juridiques de notre région. Cet institut contribuera à structurer un écosystème de compétences en études politiques au bénéfice de nos institutions, de nos entreprises et de la société civile et viendra renforcer la capacité d'analyse et de négociation des territoires insulaires dans les organisations régionales et internationales. Avant de conclure, j'aimerais une nouvelle fois saluer le travail remarquable qui a été accompli pour organiser ce colloque. En tant qu'économiste, je ne peux bien sûr qu'être très fortement attirée par le programme riche qui nous est proposé et j'aimerais, je vous l'assure, et j'essaierai de le faire, pouvoir participer le plus possible à ces 2 journées d'échange avec vous. Je souligne aussi l'ancrage très concret de la dernière demi-journée consacrée aux ateliers pratiques avec les opérateurs économiques régionaux organisés avec la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie. L'UNC se propose, à l'issue de ce colloque, de coordonner avec l'Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie et les partenaires volontaires la publication des actes du colloque aux presses universitaires, synthétisant vos recommandations afin de nourrir la réflexion et la formation des élus, administrateurs, régulateurs et entrepreneurs. Je veux également remercier le Fonds Pacifique pour son appui financier qui a contribué à rendre possible cet événement.
Pour terminer, je veux adresser mes chaleureux remerciements à toutes les équipes qui ont œuvré à la conception scientifique et logistique de ce colloque. Je vous souhaite de très fructueux échanges, de très belles rencontres et je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je vous demande maintenant d'accueillir Madame Roger Lacan, ambassadrice pour le Pacifique et représentante permanente de la France auprès de la CPS. Merci. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, madame la présidente de l'université, chère Catherine, mesdames et messieurs en vos titres et capacités, je suis heureuse d'être présente parmi vous pour ouvrir ce colloque économique international organisé par l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie et hébergé par l'Université de Nouvelle-Calédonie. Heureuse parce que cette thématique, la concurrence et l'intégration économique régionale, enjeux et défis pour les petites économies insulaires, est partie intégrante du mandat de mon équipe, mes 3 adjoints et moi-même, une toute petite équipe régionale, qui animons et coordonnons les efforts de la diplomatie française dans la région en faveur de l'intégration des territoires français du Pacifique dans leur environnement régional et donc en faveur tout court de l'intégration régionale. Satisfaite également parce que le secrétariat permanent pour le Pacifique, qui est une création pas ancestrale, mais en tout cas assez ancienne de la France, pour soutenir ce qui à l'époque était un conseil des ministres pour le Pacifique. Donc le secrétariat permanent pour le Pacifique est un partenaire de cet événement via la subvention que nous avons octroyée cette année à l'autorité de la concurrence par le biais, et Madame la Présidente en parlait, du Fonds de coopération économique, sociale et culturelle qu'on intitule de manière générale Fonds Pacifique. Donc l'appui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères via le Fonds Pacifique est un vecteur puissant de l'insertion des territoires et des États dans leur environnement régional. Et c'est un élément très important de la stratégie Indo-Pacifique dont parlait à l'instant Madame la Présidente. Comment est-ce que nous avons organisé, et nous sommes une équipe nouvelle, c'est la première fois que la France déploie une équipe régionale dans le Pacifique. Elle a une équipe de 7 ambassadeurs bilatéraux qui couvrent et qui sont accrédités auprès de tous les États indépendants du Pacifique. Mais le président de la République, quand il est venu en juillet 2023 dans la région, a considéré qu'il était important de favoriser la coopération régionale qui était encore soit balbutiante, mais surtout tributaire de gros enjeux géostratégiques très compliqués, assez complexes à surmonter, et qu'il fallait donc une sorte d'engagement plus concret pour favoriser et contribuer en tout cas aux efforts menés de part et d'autre du Pacifique pour la coopération régionale. Alors comment est-ce que nous avons opéré ? Nous avons jusqu'à présent, par le biais notamment du Fonds Pacifique, apporté notre contribution financière à la négociation, en tout cas au recrutement par les uns et les autres d'expertise pour négocier un accord de libre-échange entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Ce sont des négociations extrêmement complexes qui requièrent pour la Nouvelle-Calédonie de respecter notamment les normes européennes, mais pour l'ensemble, Nouvelle-Calédonie et Vanuatu, toutes les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Au départ, pour vous dire, le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie pensaient qu'ils pouvaient établir un accord de libre-échange avec en liste une quinzaine de produits. Or, ceux qui connaissent ce domaine-là savent que les produits considérés sont des produits qui sont déjà listés dans des nomenclatures
d'organisations internationales et il s'agit plutôt de 1500 à 2000 produits, donc le travail est considérable. Nous avons aussi, autre exemple de contribution à la coopération régionale, ce sont les financements octroyés par les opérateurs de l'État pour améliorer la connectivité numérique de nos territoires à travers l'acquisition des câbles sous-marins. Nous prenons l'exemple du travail de Google à partir de la Polynésie française. La Polynésie donc devient une sorte de hub numérique pour le Pacifique. La signature de convention de la Team France Export avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française et l'organisation de missions d'entreprises à destination de leur voisinage, comme aux îles Fidji, comme en Nouvelle-Zélande avec le France Business Forum. Nous aurons aussi la semaine prochaine le EU Pacific Business Forum et nous serons là à vos côtés avec les représentants du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et les entreprises qui font le voyage. Et puis, nous avons aussi soutenu et participé à l'organisation du Study Tour, dont on a parlé pas mal, organisé en Nouvelle-Zélande au profit d'entrepreneurs de Nouvelle-Calédonie pour s'inspirer, ou en tout cas pour voir comment le modèle maori fonctionne en Nouvelle-Zélande et voir ce qu'il y a de possible à utiliser en Nouvelle-Calédonie pour faire de sorte que la Nouvelle-Calédonie soit concurrente et puisse participer au système de concurrence régionale. Je note également l'export de 13 tonnes de viande de Nouvelle-Calédonie vers la Polynésie française. Nous nous réjouissons vraiment de ce nouveau développement, un bel exemple de relations commerciales croisées entre nos territoires du Pacifique, dont il convient de s'inspirer. Et puis, certains d'entre nous étaient cet été au salon Vivatech, et nous avons pu rencontrer, accompagner, et le Fonds Pacifique a contribué à l'accompagnement de start-up de Nouvelle-Calédonie à Vivatech. Et nous en sommes très fiers et surtout nous nous en réjouissons. Tout ça, ce sont des actions qui sont en cours. Et nous avons aussi, avec mon équipe, travaillé à des projets et nous espérons bientôt signer des mémoires d'entente ou des lettres d'intention qui rendront tout cela plus opérationnel. Le premier grand projet est le développement de la connectivité aérienne en Océanie. Vous tous qui devez voyager, parce que c'est votre activité aussi, d'aller chercher des marchés, d'aller prospecter, de vous faire connaître et de connaître les interlocuteurs des autres régions, nous souffrons tous des connexions aériennes absolument catastrophiques en Océanie. Et donc, nous avons dans ce projet de connectivité aérienne 4 sous-projets. Le premier sous-projet est l'ouverture, la résurgence du projet de la ligne de corail, donc ouverture d'une ligne directe polynésienne, îles Cook, Tonga, Samoa, Polynésie française, Wallis et Futuna éventuellement. Il faut que ce dernier tronçon soit rentable. 2 sociétés aériennes polynésiennes sont intéressées. La contrepartie de l'État, ce sera la défiscalisation, mais c'est un vrai engagement de notre part. Le deuxième volet de cette partie connectivité aérienne, c'est un master de transport aérien que nous co-organiserons la Direction générale de l'aviation civile avec Fiji Airways aux Fidji. Troisième volet, le verdissement des aéroports du Pacifique avec l'Agence française de développement. Et quatrième volet, la création d'un pôle de maintenance des ATR et de formation des pilotes d'ATR en Polynésie française. Et nous espérons vivement pouvoir faire de Nouméa un pôle de maintenance et de formation des ATR pour la Mélanésie. Des discussions sont en cours avec Air Calédonie pour le Vanuatu. Voilà pour le volet aérien. Nous avons aussi travaillé beaucoup sur la valorisation de la scorie de nickel calédonienne ou de nickel calédonien.
Nous avons été approchés par un certain nombre de petites îles du Pacifique, les Kiribati, Tuvalu, le Vanuatu, les îles Marshall, les Tonga, qui disent très précisément que le sable n'est plus un matériau qu'ils peuvent aller chercher, ne peuvent plus creuser leur lagon ou leur zone sablonneuse parce que c'est autant de contribution à l'érosion côtière et à l'élévation du niveau de la mer. Et par ailleurs, toutes les constructions en sable sont évidemment des constructions très fragiles et donc ils sont à la recherche de matériaux plus solides. Il s'avère que la scorie de nickel, le Fonds Pacifique a financé des études de la Banque mondiale et la Nouvelle-Calédonie, vous avez pu le voir pour certains, a considéré, en tout cas décrété par une sorte de système de labellisation que la scorie de nickel était un bon matériau pour verdir l'environnement et en tout cas lutter contre l'érosion côtière. Donc nous lançons une étude de faisabilité avec une structure qui s'appelle le Pacific Infrastructure, il y a un R, j'oublie toujours le R, mais Infrastructure Fund, le CNRTech et nous, le Fonds Pacifique, et nous finançons cette étude de faisabilité. Les personnes se rendront et nous faisons appel à une société d'études qui ira voir tous ces pays, verra tout ce qu'il faut, comment il faut acheminer le matériel. Tout le monde sait que le matériel lui-même est peu coûteux, mais ce qui est coûteux, c'est le transport. Et puis, un autre grand projet qui aura des retombées économiques et qui aura aussi affaire à de la coopération régionale dans le domaine économique et aussi à de la concurrence. Nous lançons un programme régional de soutien à l'audiovisuel océanien. Donc ça, c'est parti d'un souci de répondre à un souci surtout du monde culturel et éducatif océanien qui évoque, pour être un peu schématique, la perte de repères culturels locaux des Océaniens et qui se sentent un peu envahis par la culture Netflix et ont besoin de soutien pour la protection de leur culture. Voilà, tous ces projets sont des projets donc, qui, nous l'espérons, apporteront leur pierre à l'édifice que vous décrirez pendant les trois prochains jours. Et nous devons aussi avoir en tête que tout cela se fait sur un fond de fragilité, puisque les économies locales sont caractérisées par leur hyperspécialisation, or et cuivre pour la PNG, bois pour le Vanuatu, nickel pour la Nouvelle-Calédonie, perles pour la Polynésie française, coco pour les Kiribati. Bref, tous ces exemples montrent qu'il y a beaucoup à faire pour diversifier ces économies et les rendre plus et sainement concurrentes et moins sensibles aux chocs structurels des cours mondiaux. Par ailleurs, il y a quand même, nous savons que dans les territoires français, les défis de l'intégration économique sont connus, étroitesse des marchés, isolement et distance, j'en ai parlé avec la connectivité aérienne, coût de main-d'œuvre élevé, dépendance au marché métropolitain, que l'on peut résumer comme l'Océanie représente 7 millions de consommateurs répartis sur un tiers de la surface du globe. Mais les atouts de nos collectivités sont aussi importants, main-d'œuvre qualifiée et bien formée, à l'Université de Nouvelle-Calédonie par exemple, qualité des produits manufacturés, niveau de service élevé, réseau d'entreprises innovantes, pouvoir d'achat élevé comparé à la région. Et je retiens cette phrase, enfin cet élément. En 2019, les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et l'île de Guam représentaient à elles seules un PIB de 22 milliards de dollars sur les 34 milliards pour l'ensemble du Pacifique insulaire, ce qui est énorme et ce qui est considérable et qu'on doit garder en tête pour vos travaux futurs. Nous travaillons aussi, et c'est un élément aussi très important, l'intégration économique c'est important, mais nous travaillons aussi à une intégration
sociale, éducative. Donc, Madame la Présidente a parlé des travaux de l'Université de Nouvelle-Calédonie avec l'Université de Polynésie française, le CURN, Campus Mobile France. Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est un programme d'échange et de mobilité entre tous les étudiants du Pacifique, très important pour les étudiants de nos universités pour être des acteurs ensuite de la croissance économique et de la concurrence, de savoir qui sont leurs voisins et d'aller étudier dans les universités voisines. Et très important pour les universités francophones du Pacifique de faire venir des étudiants et des enseignants des universités anglophones du Pacifique. Et puis, nous avons aussi l'Académie du Pacifique, qui avait été annoncée. Il y a eu un petit peu de confusion au départ. Certains imaginaient que c'était une académie militaire du Pacifique, mais c'est en réalité une académie du Pacifique. Donc, tous les savoir-faire francophones de la région seront partagés avec les uns et les autres de manière à créer une émulation régionale. Voilà, avec tous ces exemples, je voulais simplement vous indiquer à quel point nous sommes attachés aux éléments que vous discuterez pendant ces prochains jours et à quel point nous vous remercions d'entamer ces travaux. Merci. Merci Madame l'ambassadrice. Et donc avant de commencer nos travaux avec la première table ronde, je vous demande d'accueillir Stéphane Rotterer, président de l'Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie. Merci. Excellences, Madame l'ambassadrice pour le Pacifique, représentante permanente de la France auprès de la communauté du Pacifique, messieurs les membres représentants du gouvernement, j'ai vu aussi qu'il y a le premier vice-président de la province sud, messieurs les élus, messieurs les représentants de la société civile, les entreprises, mesdames, messieurs. J'ai pour mission donc de vous présenter le colloque et puis de prononcer, j'ai envie de dire, les remerciements à la suite de ce qu'a déjà fait Madame Catherine Rix, présidente de l'université, les remerciements traditionnels, notamment de nos financeurs. Alors, juste avant de démarrer pour vous présenter le colloque, je clarifie les choses. C'est un colloque qui est organisé à 50% par l'université, à 50% par l'autorité de la concurrence, au même niveau. Actuellement, on ne sait pas trop qui va financer plus entre l'université et nous, mais on est pas mal. Donc voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un travail que nous avons fait avec Laïssa Roy depuis un long moment et notre rapporteur Gordon qui est Rondel Frajder. On les remercie, mais je voulais vous remercier déjà infiniment, je vais le refaire, hein, mais vous remercier infiniment de nous accueillir et du travail que nous avons fait ensemble. Alors le colloque d'abord. Le colloque est constitué pour les journées du 27 et 28 août de 5 tables rondes que je vais vous présenter très rapidement. C'est la dimension scientifique du colloque, où la parole sera plutôt donnée aux économistes. Le colloque aussi est constitué la matinée du 29 août, de 2 ateliers pratiques, ça a été dit, et la parole sera donnée aux entreprises. Nous écouterons les entreprises. L'objectif du colloque est de bénéficier de l'analyse des économistes sur les enjeux et les défis de l'intégration économique régionale pour les petites économies insulaires. Mais l'objectif aussi est que les entreprises expriment les obstacles à rencontrer dans cette intégration économique régionale, notamment en matière d'approvisionnement, d'exportation de leurs produits ou services. Et plus spécifiquement, pour la Nouvelle-Calédonie. Pour la Nouvelle-Calédonie, le colloque nous interroge sur la trajectoire de son modèle économique en cette période de reconstruction. En Nouvelle-Calédonie, vous le savez mieux que quiconque, le modèle économique, on va dire jusque dans les années 80, a été qualifié d'économie de comptoir qui a évolué vers un modèle dit d'industrie substitution, avec une industrie forte, protégée certes, avec une agriculture fortement administrée et correspondant à un modèle plutôt fermé.
À côté de ces modèles, le modèle ouverture-spécialisation que nous aborderons dans le colloque a été privilégié dans de nombreuses petites économies insulaires, notamment du Pacifique. Le degré d'ouverture et de spécialisation de ces petites économies dépend évidemment de leurs forces et de leurs faiblesses. En ce sens, le pilier spécialisation, et nous l'aborderons, consiste à définir une politique industrielle ou politique de productivité. C'est le volet politique industrielle qui est déterminé évidemment par les acteurs publics et privés. La spécialisation de l'économie est souvent accompagnée d'une diversification et le colloque va essayer d'apporter des éléments de réponse sur ce point. Le second pilier, c'est le pilier ouverture à la région, correspondant à ce qu'on appelle la politique commerciale, la politique de commerce extérieur, déterminée, là encore, dans la région par les acteurs. On parle de régionalisme, d'intégration économique régionale, mais quel est le degré d'ouverture souhaitable pour la Nouvelle-Calédonie? Là encore, le colloque va essayer d'apporter des éléments de réponse. Enfin, la politique de concurrence s'agrège en quelque sorte à ces deux politiques, à cette politique industrielle et politique commerciale. Elle les accompagne, et on verra comment. De manière globale, vous l'avez compris, le colloque tentera de répondre à la question suivante. Quelle dose d'intégration économique régionale est souhaitable pour une petite économie insulaire comme celle de la Nouvelle-Calédonie, avec un prisme évidemment économique, de gain économique. Le mécanisme économique, j'en reviens un instant, est très connu, je le simplifie ou le caricature. L'intensification des échanges régionaux dans une zone sur une base de spécialisation permet aux entreprises locales de bénéficier d'économies d'échelle, on en a un petit peu parlé, notamment par l'exportation. Le consommateur en profite donc par une baisse des prix des produits locaux, du fait d'un marché élargi et d'une diminution du coût des produits importés. L'intensification des échanges avec une politique industrielle adaptée stimule donc la concurrence en générant une diversité de produits et en limitant les rentes des entreprises. Mais attention, le modèle d'ouverture est susceptible d'engendrer des coûts, qu'on appelle des coûts d'ajustement. En paraphrasant un économiste des années 50, le prisme de Wiener, appliqué au libre-échange, cet économiste disait que les gains créés à l'effet de ce qu'il appelle la création de trafic liés au libre-échange, sont-ils supérieurs aux effets négatifs qu'il appelle le détournement de trafic. La dose d'ouverture économique d'un territoire dépend donc en quelque sorte de ce bilan coût économique, avantage économique. Et les tables rondes proposeront donc des pistes pour trouver ce juste dosage, cet équilibre entre politique commerciale, politique de concurrence, politique industrielle régionale, en recherchant, on va dire le mot, un sur-mesure économique ou du sur-mesure économique pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, je précise que la table ronde numéro 3 se distingue quelque peu de cette problématique que je vous ai présentée, car elle est axée essentiellement sur la politique de concurrence, sur son intégration régionale, et elle aborde la coopération régionale entre les autorités de concurrence, afin de répondre ensemble, entre les autorités de concurrence régionales, à des problématiques concurrentielles. Les deux ateliers pratiques du 29 août, au matin, suivent, j'ai envie de dire, un mouvement d'intégration économique régionale déjà porté par les acteurs économiques, privés et publics calédoniens, conscients malheureusement que l'équilibre économique du territoire devient de plus en plus précaire lorsque les finances publiques et les transferts de l'État risquent de devenir plus hypothétiques, que le moteur économique de production et d'exportation et de croissance qu'est le nickel est à l'arrêt du fait de la conjoncture et de la concurrence internationale, que la consommation baisse de 10 à 15%, etc., etc., etc. La crise force donc les acteurs privés, accompagnés par les pouvoirs publics, à performer davantage, à s'approvisionner mieux et moins cher, à exporter plus, à privilégier les filières à fort potentiel en termes de productivité, de transformation et d'exportation, donc à tendre vers plus de compétitivité. Les deux ateliers pratiques illustreront ces sujets. Le colloque se donne donc comme objectif d'identifier les enjeux majeurs éprouvés par les pouvoirs publics et les entreprises en matière d'intégration économique régionale, à proposer des orientations, et dans ce sens, un document de synthèse sera proposé
partagée auprès du gouvernement et des entreprises éventuellement, évidemment. Amartya Sen, prix Nobel d'économie en 1998 et professeur de Harvard, écrivait que la prospérité économique est un puissant créateur de liens sociaux vers lequel le monde économique doit tendre. Il précisait qu'elle, la prospérité économique, se mesure à la manière dont elle est partagée. Venons-en aux remerciements. Ce colloque est donc co-organisé par la CNC et l'UNC. La CNC a reçu, comme ça a été dit, l'aide dite des fonds pacifiques de l'État, que je remercie profondément, Excellence, sans laquelle nous aurions pu réaliser ce colloque. Et je précise que l'État soutient toujours les projets de l'autorité de la concurrence, et je le remercie profondément. Nous remercions aussi le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui est notre partenaire institutionnel, à commencer par le membre de gouvernement qui, vous le savez, en charge du commerce extérieur, aura la lourde charge de prononcer le discours de clôture vendredi à midi à la Chambre de commerce et de l'industrie. Et je remercie aussi le SCRE, le service du gouvernement en charge des relations internationales, qui nous a accompagnés. Autre partenaire, la Chambre de commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie, qui a aidé l'autorité à élaborer donc les 2 ateliers pratiques, ateliers qu'on va appeler entreprises. Elle nous accueillera le 29 au matin à l'amphithéâtre, qui a été mis gracieusement à notre disposition, et nous la remercions. Nous remercions très profondément les 2 consulats de Nouvelle-Zélande, Mme Marie Thurston, et d'Australie, Annelise Young, qui nous ont aussi accompagnés. L'ensemble des intervenants, je vois que Benoît Queuret, président de l'autorité de la concurrence de l'autorité de la concurrence dans la métropole, attend impatiemment d'intervenir. Je le remercie infiniment, ainsi que tous les intervenants de ces 3 jours. Je terminerai par une mention spéciale pour M. Gordon Rondel-Frachdeur, qui est rapporteur à l'autorité, qui a eu l'idée de ce colloque et qui nous a entraîné avec Laïssa dans ce projet. Mais arrêtons-nous là, place maintenant aux économistes. Je cède donc la parole à Madame la modératrice de la première table ronde, Madame Pascale Deschamps, économiste, que je laisse se présenter. La parole est à vous, très cher Pascal.